Bonjour. Donc on est en plan aux théories non volontaristes. Alors si vous voulez, les théories non volontaristes ou objectivistes, ils partent du postulat qu'il y a des règles, qui préexistent à l'État, c'est-à-dire qui précèdent l'État ou les États. Il y a des règles qui précèdent l'existence des États et que les États en fait ne font que donner forme, donner une substance à ces règles internationales qui préexistent, qui sont indépendantes des États. Et donc, ils déterminent en quelque sorte la volonté des États. Il faut remonter à cette école très connue en droit, en général, mais aussi en droit international, c'est l'école de la loi naturelle, ou du droit naturel. Du droit naturel. Ius naturalis, droit naturel. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui s'inspirent de la justice, qui s'inspirent de l'ordre des choses, si vous voulez, de la morale, de la religion, mais aussi du bon sens, des règles qui déroulent du bon sens, de principes de justice, d'égalité, etc. Donc ces principes-là, ces règles-là, appelées des règles de droit naturel, qanun tabi'i, ils préexistent au droit positif et ils doivent, en quelque sorte, influencer, déterminer les règles du droit international. C'est-à-dire qu'ils sont prééminentes, qu'ils sont supérieures à la volonté des États. Donc la volonté des États ne devrait pas aller à l'encontre de ces règles de droit naturel. Et l'un des premiers auteurs du droit naturel moderne, Hugo Grotius, qui a écrit un livre célèbre, Le droit de la guerre et de la paix. Je vous ai parlé de ça, n'est-ce pas? Non. C'est au XVIIe siècle, 1600, ouvrage, droit de la guerre et de la paix. Non, ni irlandais, hollandais. Ne pas confondre avec Hans Kelsen, qui est l'auteur du XXe siècle. C'est un auteur qui est l'un des premiers, le premier qui a conceptualisé le droit international au sens moderne du terme. Il a dit que le droit international, on ne va pas réinventer la roue, c'est pas quelque chose de complètement nouveau, mais il faut s'inspirer de la coutume internationale, il faut s'inspirer des règles de droit naturel. Bien sûr, on peut remonter aux anciennes civilisations, on peut remonter aux religions, les religions aussi qui sont source de droit naturel, mais ensuite avec la séparation en Europe de l'Église et de l'État, on se référait plus à la morale, au bon sens, etc. Mais finalement, il ne faut pas croire que le droit naturel c'est quelque chose d'idéal et que la justice, le droit naturel aussi, c'est une théorie qui a été instrumentalisée par les empires coloniaux dans leur
guerre juste, ce qu'on appelle la guerre juste, parce que la guerre est motivée sur une justice, sur une idée de justice qui n'est pas toujours partagée par tout le monde, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc jus naturalis. Jus naturalis. Deuxième école volontariste, ce qu'on appelle l'objectivisme sociologique. L'objectivisme sociologique. Bien sûr, là, il faut remonter à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, avec le courant de sciences sociales, qui sont soumises à une méthode scientifique, et on commence à parler de causalité sociale. Causalité sociale. Et comme il y a une causalité dans les phénomènes naturels, soit en physique, en biologie, etc., il y a également une causalité qui porte donc sur les phénomènes sociaux. Et là, il faut citer un auteur célèbre, Émile Durkheim. Émile Durkheim, la méthode sociologique, ouvrage sociologique, et donc l'un des travaux célèbres de Émile Durkheim, c'est son travail sur le suicide. Oui. Selon des données qui sont analysées statistiques pour montrer que le suicide n'est pas un phénomène qui est, on va dire, pardon? Oui, il y a plusieurs facteurs. Il n'y a pas que le facteur du sexe, il y a plusieurs facteurs, mais il a rassemblé tout ça pour présenter une théorie sur le suicide, mais ça donne une idée du mouvement de l'époque où on commençait vraiment à analyser les phénomènes sociaux selon une méthode scientifique et selon bien sûr la causalité, le principe de causalité. Et donc, comme le droit n'est pas étranger à ce mouvement, on commençait à considérer le droit comme étant le fruit ou le résultat des contraintes sociales ou de la nécessité sociale, la nécessité sociale. Et donc le droit ne fait que répondre ou accompagner, si vous voulez, l'évolution de la société, l'évolution des contraintes sociales, économiques, idéologiques, culturelles, etc. Cela, on dit objectivisme sociologique. Donc, il y a une objectivité. Le droit ne vient pas ex nihilo, ne vient pas comme ça sans raison, sans cause. Il y a une causalité derrière le droit. N'est-ce pas? Oui. Les rapports sociaux, les rapports de force dans la société. Organisés. N'est-ce pas une causalité? Oui. Le comportement de chacun au niveau social, politique, etc., c'est un comportement qui est dicté par des considérations sociales, voire psychologiques, de psychologie collective, économique, idéologique, culturelle, identitaire, etc. Et donc, à partir, selon cette perspective, le droit international, c'est un ensemble de règles de jeu qui sont provisoires, qui sont relatives à une époque donnée ou à une circonstance donnée. N'est-ce pas? C'est-à-dire que l'évolution. Aujourd'hui, on est du 21e siècle, 2023. Il y a un droit international reconnu par les États. Il y a l'Organisation des Nations Unies, etc. Tout ça sont des règles, des institutions qui font aujourd'hui les règles du jeu des relations internationales. C'est-à-dire les États, dans leurs relations, ils acceptent que pour
entamer leurs relations internationales, leurs interactions, il y a des règles qui se sont mis d'accord à respecter, mais que ces règles peuvent évoluer, peuvent changer avec le temps. Si les rapports de force demain changeront, automatiquement, il y aura plus d'ONU. L'Organisation des Nations Unies, il n'y aura plus l'ONU. On va se dire peut-être que l'ONU, ça reflète l'hégémonie américaine ou certaines conceptions de relations internationales qui n'est plus acceptée par les États. Comme la Chine, par exemple, qui n'est pas d'accord avec certaines institutions, avec certaines règles, avec certaines conventions. Par exemple, le Fonds monétaire international, ou avec certaines conventions de droits de l'homme. Et donc, à partir de là, on peut se poser la question que finalement, le droit international s'impose à la volonté des États parce que ce sont des considérations à l'extérieur, enfin, qui sont indépendantes des États, pas à tous les États, parce que dans une société internationale, entre guillemets, où il y a 2-3 grandes puissances, finalement, ceux qui font le droit international, c'est à 80% les 3-4 grandes puissances. Et les autres ne font que un peu négocier, un peu suivre, chacun selon, bien sûr, ses intérêts, etc. Voilà. Donc, objectivisme sociologique. Troisième théorie qui est plus conceptualisée, plus élaborée, c'est la théorie du positivisme normatif. Notamment avec un juriste célèbre qui a vraiment innové en matière de droit, et même qui voulait mettre en place ou instituer une science du droit. C'est-à-dire que Hans Kelsen, donc Hans Kelsen, en fait, son objectif, c'était de libérer le droit de toutes les considérations non juridiques ou extra-juridiques. Libérer le droit de toutes les considérations non juridiques ou extra-juridiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de relation avec ce qui est juridique, avec procédure, les normes, etc. Et donc il a élaboré le principe ou la théorie de la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes. C'est-à-dire que les normes sociales, normes juridiques, qui régissent la société, sont élaborées dans un cadre ou dans une pyramide, qu'elle appelle la pyramide des normes. La pyramide des normes. C'est-à-dire qu'il y a le sommet. D'abord la supériorité de la norme supérieure, la loi suprême qui est la Constitution. Et ensuite on a les autres normes qui lui sont inférieures, mais qui tirent leur légitimité, leur légalité et légitimité bien sûr, de la loi supérieure. Donc on a les lois organiques, lois ordinaires, et puis les décrets
du champ réglementaire, décrets, arrêtés, etc. Et donc, dans cette pyramide de normes, chaque règle, pour être légale, devrait être conforme à la règle qui lui est supérieure. Les lois organiques devraient être conformes à la Constitution. Et les lois ordinaires, et ainsi de suite. Et donc, pour le droit international, on ne peut déterminer le caractère obligatoire du droit international que dans le cadre de cette pyramide. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sortir de cette pyramide des normes et chercher le fondement du droit international dans des considérations religieuses, morales, sociales, économiques, etc. Non. Il faut que le droit se constitue en science indépendante. En science indépendante. Dire qu'il doit se suffire à lui-même, être autosuffisant, se suffire à lui-même. Et il ne peut se suffire à lui-même que dans le cadre de cette pyramide-là, mais également, il a élaboré une théorie célèbre qui s'appelle la théorie pure du droit. La théorie pure du droit. Qu'est-ce que cela veut dire? Le droit international, comme n'importe quel droit, il ne peut être expliqué ou être motivé que selon des considérations purement juridiques, selon des preuves de fond et de forme également, des preuves exclusivement juridiques. Donc on ne peut pas accepter des preuves extra-juridiques. La morale, la causalité sociale ne peut pas constituer, selon la théorie pure du droit, ne peut pas constituer des sous-basements ou des preuves du droit international. Et donc, le droit international, les engagements internationaux devraient se situer dans le cadre de cette pyramide des normes. Donc, il faut donner une position, une place au droit international au sein de cette pyramide. Et le droit international deviendrait obligatoire nécessairement parce qu'il est justement inséré dans cette pyramide, parce qu'il ne dépend dans son caractère contraignant que de son insertion, son soumission à certaines procédures au niveau de forme. Je parle. C'est-à-dire que, par exemple, la Constitution réglemente la question des traités. Qui a le droit de signer, de ratifier les traités, qui sont les étapes de conclusion des traités. Donc, c'est la Constitution qui donne le caractère contraignant et obligatoire des traités et des conventions. Mais Hans Kelsen est allé même jusqu'à considérer que le droit international devrait être supérieur à la Constitution.
supérieur à la Constitution. Et finalement, en voulant mettre en place une théorie pure du droit, Hans Kelsen, il a rencontré un problème conceptuel. Parce que, en mettant en place cette pyramide des normes, il considère que au-dessus de toute la pyramide, il y a ce qu'on appelle une norme. Une norme, la norme fondamentale originelle. On va en parler. La norme fondamentale originelle. C'est-à-dire que lui, au départ, il a voulu débarrasser, si vous voulez, il a voulu débarrasser le droit de toutes les autres considérations qui ne relèvent pas du droit, du domaine du droit. Mais il a dit que cette pyramide des normes, où notamment on parle du droit international et de la Constitution, parce qu'il a considéré que le droit international est supérieur à la Constitution, mais que le droit international devrait être légitimé par une norme fondamentale originelle. Bien sûr, cette norme fondamentale originelle n'est pas du droit, évidemment. C'est une norme qui est hors cadre normatif, hors cadre du droit. Par exemple, la Constitution, on va dire la Constitution. Qu'est-ce qui légitime la Constitution? La Constitution qui est un texte écrit, mais au niveau, on va dire, si vous voulez, philosophique, qu'est-ce qui légitime la Constitution? Les peuples. Exactement, c'est la souveraineté populaire. C'est également aussi le contrat social. On a étudié, je pense, vous avez étudié les théories du contrat social. Non. Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. C'est le passage de l'état de nature à l'état social. Donc, les gens élaborent, se mettent d'accord sur un contrat social, c'est-à-dire un projet de vivre en commun, et donc qui va se refléter dans la Constitution. Donc, la norme fondamentale originelle, selon Hans Kelsen, pour le droit international, c'est le principe pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda, c'est une locution latine qui veut dire que les engagements internationaux doivent être respectés. Voilà. Ça, c'est le principe suprême du droit international. Les engagements internationaux doivent être respectés. Et ce principe de pacta sunt servanda, c'est un principe qui est d'ordre continu. C'est un principe qui n'est pas vague, qui ne relève pas exclusivement du domaine du droit, mais bien sûr, ça légitime le caractère contraignant du droit international. Donc, pour récapituler, je dis que Hans Kelsen, il a rencontré finalement un problème parce qu'il a été contraint de légitimer le droit international par une norme, par un principe qui est donc qui n'est pas positif, qui n'est pas écrit, donc il n'est pas positif. Donc, parce que selon Hans Kelsen, c'est le positivisme qui organise tout le cadre juridique. C'est le
elle est soumise à des formalités, à des procédures. Et lui, justement, il a voulu donner l'indépendance au droit grâce à toutes ces procédures, à ces formes d'élaboration et de validité de la norme juridique. L'important, c'est pas de dire telle norme elle est bonne, elle est mauvaise. Hein, il n'y a pas du bon et du mauvais là. Mais dire que telle norme, elle est légitime, elle est légale. Elle est légale, elle est valable, c'est une norme valable. Une norme valable parce qu'il a respecté la procédure. Une loi, elle est votée par le Parlement, donc elle est valable. Un traité, il était ratifié par le chef de l'État, donc il est valable. Mais finalement, il a été contraint de recourir à ce principe qui, qui sort du cadre, à ce principe qui n'est pas formel, un principe qui est d'ordre coutumier et qui fait partie bien sûr du droit naturel, parce que pacta sunt servanda, c'est le droit naturel, n'est-ce pas? Hein? Les engagements doivent être respectés. Très bien. Ça va? C'est clair?